Et il me revient d'accueillir tout de suite notre premier intervenant autour du projet de la ville de Dunkerque. Dunkerque est connu pour avoir fait le choix du transport public gratuit. Et cette initiative, encore une fois, plutôt à dimension sociale, pour intéresser les gens au transport public, a eu des effets et des impacts urbains et territoriaux très importants qui se traduisent dans l'amélioration, évidemment, de la qualité d'usage des espaces publics et de la capacité à utiliser tous les modes de déplacement. Et c'est Xavier Deren, le directeur du projet à la communauté urbaine de Dunkerque, qui va nous en parler. Et donc, on vous laisse une vingtaine de minutes pour présenter ce projet. Et puis, on prendra toutes les questions utiles à la suite de votre intervention. Je vous laisse la parole. Vous m'entendez? C'est bien, merci. Parfait, merci. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous parler du projet Dunkerquois, à la fois la transformation du centre-ville, hein, qui a été, je dirais, boosté par ce projet de transport, hein, qui s'appelle des caprices de mobilité. C'est un projet de transport qui a complètement transformé à la fois le centre-ville, mais aussi l'ensemble du centre d'agglomération, par des aménagements très forts, hein, et qui ont concerné évidemment un centre-ville, on va dire, comme à l'habitude de le dire le maire de Dunkerque, président de la communauté urbaine, Patrice Vergrit, un centre-ville très bagnolard, où la place de la voiture était très importante. Donc, il faut comprendre qu'on est dans une agglomération, un centre-ville qui a été détruit en très grande partie, à peu près à plus de 75%, lors de la dernière guerre mondiale. Donc, il a été reconstruit après la dernière guerre mondiale et reconstruit à l'époque vraiment autour de la voiture. Donc, je vais essayer de partager mon écran pour diffuser le diaporama que je vais vous présenter. Donc, j'espère que vous le voyez bien. Donc, la situation à Dunkerque, au moment où on a engagé le projet, hein, sur la base d'études en quête déplacement qui ont été réalisées en 2015, était assez triste pour le transport public, puisqu'on était alors avec un niveau de déplacement en vélo très faible, hein, autour de 2%, un niveau de déplacement en transport en commun qui était inférieur à 5%, et bien sûr la voiture particulière qui occupait parce que là il y a des interactions. Si on peut couper le micro quand merci. Donc, un niveau de déplacement en voiture particulière au-dessus à 2/3 hein, des déplacements, donc extrêmement élevé. En plus d'être particulièrement mauvais pour le transport en commun et pour le vélo, alors qu'on est une agglomération plutôt plate et très proche de la Belgique où la situation est bien meilleure pour le vélo et encore meilleure aux Pays-Bas après. En plus d'être très mauvais, on avait une baisse en fait, hein, c'est-à-dire qu'on partait, la précédente enquête ménage-déplacement qui datait de 2003 donnait à peu près 6% en transport collectif et 3% dans les déplacements en mode actif en vélo. Donc, et 62% en voiture. Donc on était dans une situation qui se dégradait avec un réseau de transport qui était vieillissant et très inefficace. Donc, à partir de là, et compte tenu de cette situation, on avait, je dirais, si on faisait l'analyse de la situation de la proximité des habitants par rapport au réseau de transport efficace, hein, on n'avait qu'un tiers de la population qui était proche d'une ligne à 10 minutes de fréquence hein, dans notre agglomération. Donc, un tiers de la population, sachant que à peu près 3/4 de la population habite dans le centre d'agglomération. Donc, c'est vraiment très faible. On a 2/3 des ménages qui ne disposent donc pas d'un accès au réseau de transport performant. Un bus qui était
très peu performant, c'est-à-dire on mettait entre une commune du centre d'agglomération qui s'appelle Grande-Synthe et Dunkerque, qui sont à peu près à 6 km à vol d'oiseau de centre à centre, on mettait à peu près 35 minutes. C'est-à-dire ce que le maire de Grande-Synthe à l'époque disait souvent, c'est qu'avec notre TER-GV dans les Hauts-de-France, on met une demi-heure pour aller de Lille à Dunkerque, à la gare de Dunkerque, de gare à gare, mais pour aller de la gare de Dunkerque au centre-ville de Grande-Synthe, il fallait plus de temps que pour faire Lille-Dunkerque. Donc, une situation assez catastrophique sur l'offre de transport. Et puis, un centre d'agglomération, comme je l'ai dit tout à l'heure, très, très dédié à la voiture. 25% des espaces du centre d'agglomération étaient dédiés non pas à la voiture, mais à la voiture en stationnement. Donc, énormément de places de stationnement, beaucoup plus que de besoin d'ailleurs par rapport à l'offre commerciale et par rapport aux habitants. Voilà la situation du centre d'agglomération. Alors, à partir de là, on s'est lancé dans ce projet qu'on a appelé Décaplus de mobilité, dont les objectifs étaient triples. Tout d'abord, réaménager complètement ce centre-ville qui datait de l'après-guerre et qui était très bagnolard. Hein. Donc, mieux partager l'espace public, faire plus de place aux piétons dans le centre-ville commerçant, et puis rééquilibrer l'ensemble des modes de déplacement. Deuxième objectif, c'était de faciliter les déplacements dans l'agglomération, d'avoir un réseau plus équilibré, c'est-à-dire que entre l'Est et l'Ouest de ce centre d'agglomération, on avait un déséquilibre total, c'est-à-dire une meilleure offre de transport à l'Est, alors que la demande de transport collectif était moins forte qu'à l'Ouest de l'agglomération, où on a des communes comme Saint-Paul-sur-Mer et Grande-Synthe. Grande-Synthe, c'est 25% des foyers qui ne disposent pas d'un seul véhicule personnel. Donc, c'est des gens qui sont extrêmement dépendants de la voiture. Donc, et Saint-Paul-sur-Mer, c'était plus de 30% des foyers. Donc, ces communes étaient moins bien desservies que les communes de l'Est, où là, on dispose à peu près de 2 voitures par foyer. Donc, il fallait rééquilibrer ce réseau, le rendre plus juste, et puis améliorer la performance de déplacement entre les centres-villes de ce centre d'agglomération. Et puis ensuite, améliorer la mobilité, évidemment, avec un accès à des lignes plus rapides, plus fiables, plus respectueuses de l'environnement, hein, et aussi réduire les inégalités face à la mobilité. C'était l'objectif de rendre ce transport gratuit. Parce que très souvent, on a tendance à dire la gratuité, c'est pas bien, parce que finalement, si on veut favoriser les gens qui n'ont pas d'autre choix, autant faire la tarification solidaire, sauf qu'à Dunkerque, on était les premiers à avoir mis en place cette tarification solidaire, et les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure montrent l'inefficacité de cette tarification solidaire à Dunkerque. Donc, il fallait créer dans notre agglomération un vrai choc psychologique pour changer l'image du bus et faire que ce bus ne soit pas seulement le mode de déplacement des captifs, mais aussi le mode de déplacement de tous les habitants de l'agglomération. Donc, en parallèle de ce projet Décaplus de mobilité, on avait un projet de redynamisation du centre-ville qui s'appelait à l'époque le projet Phoenix. Et donc, il fallait faire coordonner ces 2 projets. Et c'est ce qui a été fait dans l'aménagement à la fois du pôle intermodal de la gare de Dunkerque, qui est une des entrées de ville importantes à Dunkerque, et dans l'aménagement du centre-ville commerçant de Dunkerque qui se terminait, dont le cœur est la place Jean-Bart, hein, qui est vraiment le cœur du centre-ville de Dunkerque. Donc ici, c'est une petite vue aérienne du centre-ville de Dunkerque. Hein, donc on voit
parcours de cœur de ville qui a été réaménagé dans le cadre de ce projet Décaplus de mobilité. En pointillé jaune, ce que vous voyez, c'est les lignes de bus qu'on a appelées nous chrono, hein, qui sont les bus à 10 minutes de fréquence qui irriguent ce cœur de ville. Donc, comme vous le voyez, donc la gare est ici. Je ne sais pas si vous voyez bien mon petit curseur. J'espère en tout cas. Donc la gare est ici complètement à gauche, hein, avec la place, qui n'était pas vraiment une place au moment où on a commencé les travaux. C'était plus un échangeur entre les trains, les bus et même les voitures, hein, puisqu'il y avait énormément de voitures qui venaient presque face à la porte de la gare, hein, pour déposer les passagers. Et puis, on a un itinéraire ici piéton, hein, qui permet d'amener jusqu'au cœur de la ville de Dunkerque avec cette place Jean-Bart ici. Entre ces points-là, entre la gare et la place Jean-Bart, il y a à peu près 500-600 mètres à vol d'oiseau. À l'époque, ça ne venait à l'idée de personne de le faire à pied, parce que dans ce parcours, qui est finalement assez court, il y avait plein d'obstacles à la circulation. Alors, le premier obstacle, c'était la place de la gare, hein, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, était un véritable tapis de bitume sur lequel on croisait des bus, des voitures, des taxis qui étaient là au milieu de cette place. Il n'y avait quasiment pas un café avec une terrasse, enfin, même pas de café avec une terrasse sur cette place, hein. Donc, on était dans le premier obstacle. Ensuite, si on continue, ici, on rencontrait le deuxième obstacle. Vous voyez mon curseur ou pas? Je ne sais pas, mais c'est pas grave, je continue. Donc, le deuxième obstacle… Non, on ne le voit pas, non. Vous ne le voyez pas. Alors, est-ce que là, vous le voyez? Non, vous ne le voyez pas. Bon, c'est pas grave. Le deuxième obstacle, si on continue, hein, depuis la gare, c'est ce qu'on a appelé ici le parvis du parking Silo Centre-Gare, hein. C'est le parking qu'on a créé à proximité de la gare, mais ce qu'on a surtout créé, c'est une continuité urbaine entre le quartier de la gare, autour de la place de la gare, et le centre-ville proprement dit, qui était coupé par cette espèce d'échangeur routier. Il y avait à peu près 5 passages piétons non coordonnés à traverser pour passer de ce quartier de la gare au centre-ville. Puis ensuite, on continue vers un boulevard qui s'appelle le boulevard Alexandre III, qui est un boulevard assez commerçant, hein, du centre-ville, pour aller jusqu'au cœur commerçant du centre-ville, qui est la place Jean-Bart. Donc, le premier aménagement fort qui a été fait dans le cadre de ce projet, ça a été d'améliorer les espaces piétons sur l'ensemble de cet itinéraire. C'est-à-dire que la place de la gare aujourd'hui est devenue une véritable place, hein, c'est-à-dire elle a été entièrement réaménagée pour être une place. Alors voilà, là vous voyez peut-être un peu mieux ce qu'était la place de la gare auparavant, hein, c'est la photo en haut à droite. Donc la place de la gare, c'était du bitume, essentiellement du bitume, et des arrêts de bus, des taxis, des voitures qui pouvaient accéder jusqu'au pied de la gare. Et le gros échangeur routier dont je parlais avec les 5-6 passages piétons, c'est ce que vous voyez sur la photo en bas à droite. Donc là, je vous remontre la place de la gare, hein, ce auvent qu'on voit dans la photo en haut à droite. C'est un auvent qui abritait les bus, en fait, qui abritait les passagers qui attendaient le bus. Ce carrefour avec la multitude de passages piétons, hein, qui devaient être traversés pour rejoindre le centre-ville. Les photos du bas, hein, c'était en bas à gauche, c'est les voitures qui accèdent directement au pied du bâtiment voyageur de la gare, et la marée de bitume en bas à droite. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment étendu l'espace piéton sur cette place, en créant à la fois, en réordonnant l'ensemble des flux.
les flux de taxis, qui sont, si vous regardez la carte qui est là, les flux de taxis sont en bas de la place, qui ressemble à un parallélogramme ici. Donc, les flux de taxis, les flux de bus qui sont juste au nord de la gare ici. Et puis, cette place est redevenue une vraie place avec les espaces piétons. Et même, on a transformé l'abri qui abritait les bus en un véritable abri vélo sécurisé, un peu design, qu'on a choisi sur lequel on a choisi de remettre le design des auvents et des abris qu'on a réalisés dans le centre-ville. Donc un espace où ne passent plus que les bus juste devant la gare, mais tout le reste est redevenu piéton, quasi entièrement piéton, et oriente les usagers vers la rue qui va permettre d'aller au centre-ville. Et ensuite, cet espace qui était très routier entre le quartier de la gare et le centre-ville a été aménagé par un parking avec un rez-de-chaussée commercial permettant d'assurer une continuité commerciale entre les deux quartiers de la gare et du centre-ville, et donc des espaces piétons qui ont largement reconquis l'ensemble de l'espace public. Voilà, j'en ai terminé. Tout cet aménagement s'est poursuivi évidemment dans le centre-ville avec des espaces piétons qui ont été... on a libéré presque 3 mètres d'espace piétons devant chaque commerce tout le long des grands boulevards. Et le gros aménagement important qui a été réalisé dans le centre-ville, c'est la place Jean-Bart. La place Jean-Bart était une place qui était en fait dans l'imaginaire des Dunkerquois un carrefour qui fonctionnait sans feu, en priorité à droite, qui était un véritable casse-tête pour les piétons et pour les bus, puisque une priorité à droite, c'est bien pour les voitures. Il y avait tellement de bitume qu'elles trouvaient leur place. Après, c'était un enfer pour les piétons qui devaient traverser des voies de 14 mètres de large, et un enfer pour les bus qui avaient du mal à se créer leur priorité dans cet espace. Donc, ce qu'on a fait, tout simplement, par l'intermédiaire d'une votation, pour que l'ensemble de la population adhère à cet aménagement, on a invité les habitants à voter sur le nouvel aménagement de la place Jean-Bart, et ils ont choisi de supprimer ce carrefour, c'est-à-dire d'étendre l'espace piéton de la place, qui est devenu aujourd'hui une véritable place quasi piétonne, où passent toujours les bus en rive de la place, mais il n'y a plus de carrefour, donc ce n'est plus un problème pour les piétons, ce n'est plus un problème pour les bus, et donc c'est les aménagements en priorité favorables aux piétons dans ce centre-ville, et bien sûr favorables aux bus pour améliorer la performance du bus en traversée de centre-ville. Merci beaucoup. Alors j'ai dès à présent quelques questions peut-être pour compléter votre présentation, et puis après on prendra celle de la salle et celle des internautes sur Zoom. Peut-être une première question sur le service de bus en question. Donc on comprend qu'il y a aussi une gare routière, une gare de bus qui a été réaménagée à proximité immédiate de la sortie de la gare, là, sur le côté du parvis. Je ne suis pas sûre que vous l'ayez montré sur la carte, mais on la voit un petit peu à l'écran aujourd'hui à gauche. Comment est-ce que vous avez aménagé le service de bus, c'est-à-dire la fréquence, le cadencement, etc., pour que cette offre soit peut-être plus appréciée ou appréciable par les usagers? Est-ce que vous avez constaté, et je crois que c'est le cas, une augmentation de la fréquentation? Ça, c'est plutôt sur la partie service de mobilité. Et puis en termes de design urbain, vous disiez, en parlant de l'abri à vélo qu'on voit sur la photo qui est en haut de l'écran, en tout cas dans la salle, que vous aviez utilisé le même designer que pour les abribus en ville, je crois, ou en tout cas pour les aménagements urbains. Comment est-ce que ces nouveaux services de bus à haut niveau de service ont aussi irrigué, alors au-delà de la place Jean-Bart, peut-être l'ensemble des infrastructures dans le centre-ville, en tout cas, à travers des installations ou des aménagements? Et peut-être, question un peu corollaire, est-ce que certaines de ces voiries ont été fermées à la circulation pour les véhicules individuels, autres que collectifs, taxis ou bus? Merci pour ces précisions. Pour répondre à la première question sur le nouveau réseau de bus, en fait,
le précédent réseau de bus avant ces aménagements ne comportait que 2 lignes à 10 minutes de fréquence, en fait, qui irriguaient le centre d'agglomération et qui après se séparaient avec plusieurs origines, plusieurs destinations pour ces 2 lignes, ce qui fait qu'elles étaient vraiment à 10 minutes de fréquence dans le centre d'agglomération. Et en dehors du centre, on passait à des fréquences de 20 minutes, voire 30 minutes, voire même 40 minutes pour certaines destinations. Donc, on a remplacé donc ce réseau assez complexe à comprendre et assez peu performant et peu fiable par 5 lignes qu'on a appelées chrono, qui sont toutes à 10 minutes de fréquence, qui irriguent l'ensemble du centre d'agglomération sur l'ensemble de leur itinéraire. Et sur ces 5 lignes, 4 de ces lignes passent par la gare et donc permettent d'aller de la gare à l'ensemble des secteurs du centre d'agglomération. Donc l'offre, en fait, par ces transformations, a été augmentée quasiment de 30% sur l'ensemble de l'agglomération et on est passé d'un tiers de la population desservie à 10 minutes de fréquence à 80%. Donc on a significativement augmenté la desserte performante des habitants du centre d'agglomération. La deuxième partie de votre question, je ne me rappelle plus quels sont les résultats. Donc les résultats, on en est très fiers. Hein. C'est qu'aujourd'hui, malgré la crise, la pandémie, la crise Covid et les difficultés qu'on a rencontrées dans les transports publics sur les autres réseaux en France, nous, en septembre 2020, au sortir de du premier confinement et à la rentrée, on avait retrouvé le niveau de fréquentation de septembre 2019, sachant que le réseau a été mis en service en septembre 2018. Et on avait retrouvé notre niveau de fréquentation dès septembre 2020. Et aujourd'hui, on a doublé la fréquentation par rapport à avant ce nouveau réseau, c'est-à-dire par rapport à 2017. Aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de fréquentation qui est le double du niveau de fréquentation antérieur, donc en 3 ans. Bon, je pense qu'on l'aurait fait en 2 ans s'il n'y avait pas eu la crise et la pandémie. Donc, c'est quelque chose dont on est très fier. Et l'idée de garder ce mode de transport qu'est le bus, qui nous permet une certaine souplesse, nous a permis aussi d'adapter les lignes depuis la mise en service en septembre 2018. Et aujourd'hui, chaque rentrée, on adapte le réseau, on rajoute des lignes, voire on augmente la fréquence de certaines lignes. Et là, en septembre 2022, au lieu de 5 lignes chrono, on va passer à 6 lignes chrono sur le centre d'agglomération. Donc, on continue de faire évoluer le service malgré la gratuité. Certains disent que la gratuité, ça nous empêche d'investir. Nous, on continue d'investir et on améliore le service pour la population en améliorant la performance du réseau. Dernière question, je ne me rappelle plus. Oui, je peux aussi parler des effets sur le centre-ville, des aménagements qu'on a pu réaliser. Et sur la question du stationnement, je crois que c'était la question qui était posée. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est passé de 13% de vacances commerciales avant ces aménagements à aujourd'hui, on est à un taux de entre 7 et 8% de vacances commerciales dans le centre d'agglo. Donc, on a réellement amélioré l'attractivité du centre-ville avec une attractivité également retrouvée le midi dans le centre-ville avec beaucoup de jeunes qui se déplacent le midi dans le centre d'agglomération. Donc, une véritable dynamique de fréquentation du centre-ville depuis ces aménagements et la mise en service de ce nouveau réseau. Et le choix qui avait été fait en dehors de ce qu'on a de l'aménagement de la place Jean Bart, qui a consisté à vraiment augmenter l'espace piéton sur cette place, le choix qui avait été fait est de ne pas fermer l'accès au centre-ville à la voiture, mais plutôt de travailler
dans l'autre sens, c'est-à-dire de travailler dans le sens d'améliorer l'offre de transport, d'améliorer l'accès au centre-ville en transport en commun, pour inciter les habitants, c'est-à-dire de manière positive, à ce qu'ils utilisent le transport en commun. Et aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que sur les petits parkings, sur les places de stationnement de centre-ville, eh bien, on a une pression de moins en moins forte. On a même des parkings de centre-ville dont un tiers est vacant toute la journée aujourd'hui. Ce qui veut dire que dans un deuxième temps, dans une deuxième étape, eh bien, on va réinvestir ces espaces, soit en étendant encore les espaces piétons, ce qui sera le cas d'une des places du cœur de ville qui s'appelle la place de la République, qui est occupée aujourd'hui à moitié par un parking, mais qui est de plus en plus vide, soit en permettant de densifier le centre-ville par des constructions et de densifier l'habitat du centre-ville. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on a pas mal de questions dans le chat. Je vais proposer à Florentin Cornet de les poser. J'en pose encore une, mais on va les poser toutes ensemble pour que ça vous facilite la réponse. Moi, j'avais encore une petite question sur la gouvernance du projet. Vous n'avez pas été très disert sur la manière dont le projet a été piloté, porté et financé. Et peut-être aussi en corollaire sur la relation entre la ville-centre et les villes périphériques par rapport à cette proposition qui est à la fois très centrée sur la ville-centre en termes d'aménagement de l'espace public, mais finalement qui a un impact évident sur les mobilités des habitants de la périphérie. Je laisse Florentin compléter. Oui, on a également un certain nombre de questions dans le chat qui concernent l'implication des habitants dans la transformation de cet espace et leur réaction par rapport à cette transformation, et également des questions qui concernent le coût et le financement de cette opération, mais également de la transformation du réseau de bus en tant que tel. Merci. Sur la gouvernance, en fait, donc, la communauté urbaine de Dunkerque est à la fois autorité organisatrice des mobilités, autorité organisatrice des transports à l'époque, et gestionnaire de l'ensemble des voiries, ce qui simplifie quand même le fonctionnement par rapport à un système où les transports sont gérés par un syndicat mixte et les voiries sont gérées par les communes. Donc ça, c'est une chance dans ce type de projet, puisque on avait quand même la main sur l'ensemble des outils de transformation. Après, donc, alors du coup, je me rappelle combien ça a coûté, oui, voilà. Donc, le coût d'investissement en fait de ce projet, c'est 65 millions d'euros. 65 millions d'euros qui ne concernent que de l'aménagement d'espace public. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bus qui a été acheté dans ces 65 millions d'euros. Évidemment, on a augmenté le nombre de bus puisqu'on a augmenté l'offre, mais ça n'est pas inclus dans ce coût que je vous expose. Alors, après, j'imagine qu'il y a une question corollaire qui est avec la gratuité, finalement, combien ça vous coûte. On avait un réseau qui, en fonctionnement auparavant, coûtait à peu près 35 millions d'euros. 35 millions d'euros chaque année en fonctionnement. Et les recettes de billetterie, plus les abonnements, ça représentait 4,5 millions, c'est-à-dire à peu près 12% du coût. Donc, ce qui a été décidé, c'est non seulement de faire la gratuité, mais aussi d'augmenter l'offre. Donc, le coût de l'augmentation de l'offre, c'est 12,5 millions d'euros. Et bien sûr, la perte de recettes de 4,5 millions. Ça veut dire qu'en gros, le projet nous coûte chaque année 17 millions d'euros que la CUD a choisi d'investir pour offrir un meilleur réseau de transport. C'est-à-dire qu'on a un réseau qui est passé de 35 millions à 47 millions d'euros en coût de fonctionnement, et ces 17 millions d'euros sont à la fois financés par l'abandon d'un grand projet de salle de l'agglomération qui a été abandonné, qui aurait coûté à peu près 10 millions d'euros chaque année à l'agglomération, puisque c'était un projet en PPP. Et puis, le reste
à hauteur de 7 millions d'euros, c'est les recettes supplémentaires liées à une augmentation du versement transport qui a été opérée par la précédente gouvernance de la CUD en 2011, au moment où elle a présenté un projet de BHNS en fait, dans l'agglomération. Donc, ce coût de 17 millions d'euros, de ce surcoût de 17 millions d'euros sur l'exploitation est complètement compensé par ces choix budgétaires et ces décisions qui étaient déjà prises avant d'engager ce projet. Il est temps de s'arrêter, mais il y avait quand même une question dans le chat sur l'accueil par les habitants usagers ou la participation même de ceux-ci. Vous en avez parlé sur la place Jean-Bart, mais peut-être un petit mot sur la manière dont les Dunkerquois ont apprécié ce nouvel aménagement et cette décision. Donc, comme je l'ai dit, effectivement, sur la place Jean-Bart, on a fait une votation. Alors, juste pour donner quelques chiffres, on n'a pas fait une votation pour leur demander ce qu'ils préféraient en couleur de bus, comme ça peut se faire dans certaines agglomérations. Là, c'était un vrai choix fort d'aménagement. 90 000 personnes ont été consultées. Sur ces 90 000, près de 30 000 ont répondu et 58% ont répondu en faveur de l'extension de la zone piétonne et du choix d'aménagement qui leur était proposé. Il leur a été proposé 2 choix d'aménagement, soit on étendait la zone piétonne, soit on gardait l'aménagement antérieur. Et ils ont choisi la zone piétonne à 57%. Donc, une participation importante et un choix très tranché. L'autre question, c'est comment ils apprécient aujourd'hui les aménagements qui ont été réalisés. Alors, juste sur le réseau de bus, j'ai parlé de doublement de la fréquentation. Aujourd'hui, on a fait des enquêtes pour savoir d'où provenaient ces nouvelles personnes dans le bus. Alors évidemment, il y a une part qui provient de déplacements plus fréquents, qui est auparavant contraint par le fait de payer. Donc, il y a à peu près, on va dire, 50% des déplacements qui proviennent de déplacements plus fréquents. Et sur les déplacements, sur la fréquentation supplémentaire, à peu près 50% viennent de la voiture. Donc c'est un chiffre assez significatif. Aujourd'hui, on a refait une enquête récente et on a 47% des gens dans le bus qui auraient un autre choix que de prendre le bus. Donc ils font le choix de prendre le bus parce que c'est pratique et parce que c'est facile, en fait. Voilà. Donc, après, sur l'appréciation, aujourd'hui, vous faites une enquête. À Dunkerque, 98% des habitants savent que le réseau est gratuit et 92% sont fiers que le réseau soit gratuit. Il n'y a pas 92% des habitants qui prennent le bus. Donc, ils ont retrouvé une forme de fierté par rapport à cet aménagement qui vient simplement du fait que du coup on parle de l'agglomération qui avait tendance à se refermer sur elle-même auparavant et sur l'aménagement du centre-ville et l'appréciation qui en est faite. Je vous l'ai dit, le taux de vacances commerciales assez faible démontre un retour d'attractivité du centre-ville et ce qu'on observe, alors il y a la pandémie qui est passée par là et donc c'est très difficile de faire des enquêtes dans ce contexte, mais en tout cas ce qu'on observe c'est un vrai retour de la dynamique dans le centre-ville avec une fréquentation qui occupe toute la journée, qui est de plus en plus importante le soir, etc. Alors que auparavant c'était une ville qui s'éteignait presque à 20 heures. Merci beaucoup sur cette touche très positive qui, j'espère, inspirera nombreux d'entre les directeurs de projet et les élus des villes Action Cœur de Ville. Il me reste à vous remercier, à vous applaudir. Monsieur Deren, qui est directeur de projet à la communauté urbaine de Dunkerque.